Bienvenue sur ma chaîne de VOD stream, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour donner de la force à cette chaîne et à t'abonner aussi, c'est très important. Un petit commentaire par-ci par-là, histoire de, pour le référencement tu connais. Et abonne-toi sur Twitch, à ma chaîne Twitch, je stream très régulièrement. Donc n'hésite pas à aller me suivre là-bas, c'est là où tout se passe. Allez, bon visionnage. Alors, le complot le plus grave de la tech française. Apparemment, elle est phénoménale. Alain Chabat pour ce dernier JT avant l'an 2000. L'équipement électronique en vogue chez les adolescents, les MP3. There it is, right there. Ouais. Les MP3. Attention 2, 1, top de mais c'est le but en or et il est signé Trezeguet. À l'époque, les MP3, quand tu mettais ça avec ta vieille carte SD pourrie. Des entreprises dont personne ne connaît le nom et qui ont pourtant changé la face du monde. GM+ en faisait partie. Ok. Le leader mondial de la fabrication des cartes à puce était français. Ça, je connais pas. Marc Lassus en est le fondateur. Et ce soir-là, tout lui sourit. J'aime plus. Putain, mais j'en ai jamais entendu parler. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais... Il vient de signer le contrat qui va changer sa vie et celle de son entreprise. Il vient de signer son entrée sur le marché américain. Ok. La technologie développée chez GM+, Ah, je belles équipe images, déjà Micode. plus de 400 millions de cartes SIM à travers le monde. Ah, ok. Les cartes bancaires, les passeports, les systèmes de communication chiffrés. Et avec ce contrat, GM+ contrôlera bientôt les secrets du monde entier. Ok. Mais quelque chose ne tourne pas rond. D'abord, ce sont des petites choses. Des détails qui n'en sont pas tout à fait. Quelqu'un l'observe. Oh, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un l'écoute. Je pensais que Mako avait planté. Et si Marc Lassus avait, sans le vouloir, fait entrer une entité qu'il aurait préféré ne jamais croiser? Et s'il n'avait pas laissé entrer le loup dans la bergerie? Ok. Il n'y a plus de co comme chez BMS. Sévère. Putain, mais Micode, ça, il a glow up de ouf là, ses contenus. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais c'était pas ça avant. C'est de l'IA 1. Ça, c'est de l'intelligence artificielle, mais non. Pour moi, il avait pris ça dans une banque d'images, j'en sais rien. Ouais, générique et tout. La France a besoin de défendre ses entreprises face, je sais pas, aux capitaux étrangers américains. Récemment, vous avez été embauché par le fonds de pension TPG. Ça n'a rien à voir avec qui mes est un missions. fonds américain. Ça n'a rien à voir avec mes missions et c'est tout à fait compatible. Parce que c'est le fonds qui a racheté GM+, qui était une technologie française. Ok. Putain, ouais, mais c'est un vrai documentaire, quoi, Micode, ce qu'il est en train de nous proposer, là. Petit Pour générique comprendre cette flippé. histoire, il faut remonter en 2000. Alors que les États-Unis et le Japon s'affrontent dans une guerre économique sans merci pour la maîtrise des nouvelles technologies, Ok. la France compte aussi quelques pépites d'ingénierie. Le TGV. À l'époque, le Concorde, hein. Je sais pas s'il va mettre, ouais. Voilà, le Concorde incroyable. Le Concorde qui a arrêté d'être produit parce que on est d'accord que... Je crois que c'était sous pavillon franco-britannique. Et ils étaient pas du tout rentables. Et en plus de ça, catastrophe écologique. Bon, ça, après, à l'époque, je pense qu'ils s'en claquaient un rein. Et aussi, parce qu'il y a eu les accidents, etc. Non, mais il y a eu l'accident du Concorde que tout le monde connaît, que tout le monde a vu. Mais je crois que c'est pas vraiment à cause de ça qu'il y a eu un arrêt définitif. Parmi ces fleurons, il y a une pépite qu'on a un peu oubliée.
une entreprise qui a changé le quotidien de milliards de personnes sans que personne ne connaisse vraiment son nom. J'aime plus. Je crois que c'était juste vraiment pas rentable. Vous en avez peut-être jamais entendu parler, et pourtant, il y a de fortes chances que vous ayez un bout de J'aime plus dans votre poche en ce moment même. Parce que dans ce monde pas si lointain, où il n'y avait pas encore de GPS dans les Il faut voitures, les cartes SIM. pas de smartphone ni d'ordinateur portable, il y avait déjà un objet qui avait envahi la planète. La carte à puce. C'est Qui grâce d'ailleurs, à cette petite puce dorée que nos cartes peuvent se comporter Et c'est comme français, de ça, genre véritables micro-ordinateurs. Elles peuvent chiffrer et déchiffrer des données, les communiquer sous certaines conditions et se bloquer si quelqu'un tente de les pirater. Attends, c'est Elles sont français, prisées ça? dans tous les secteurs qui demandent de l'authentification Incroyable. sécurisée. Télévision cryptée, banque, État, abonnement téléphonique. Et ces cartes, les premiers à en fabriquer, c'est J'aime plus. C'est l'histoire d'une PME créée en 1988 qui, 10 ans plus tard, emploie 6000 personnes dans le monde et réalise 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'aime plus vend 3 millions de cartes à puce par mois en Europe. Depuis 1988, l'entreprise a une croissance de 50% par an. À l'époque déjà, on pensait Philippe Europe, Maes. on pensait marché global. Dans leur laboratoire ultra sécurisé de Marseille, l'entreprise a réussi à rassembler certains des meilleurs ingénieurs du monde pour développer des logiciels de chiffrement pour ces puces. Elles sont réputées inviolables. Ok. Le seul moyen de les débloquer, ce sont les fameuses clés de chiffrement. C'est le saint graal du renseignement. Avec ces clés, on peut, dans le cas d'une carte SIM, lire en clair toutes les communications entre un téléphone et le réseau. Ok. Ces clés sont donc infiniment précieuses et J'aime plus les garde jalousement dans Rally, leur c'est labo. Twitch. Ces technologies équipent maintenant toutes les cartes comme cette magnifique carte Mirror de notre sponsor Trade Republic. Ah. Elle est sans frais mensuels et technologique, vous allez être déçus. Marc Lassus, c'est un fils d'instituteur béarnais. Pendant 20 ans, il a travaillé dans l'électronique, gravi les échelons un par un, appris le métier sur le terrain. D'abord chez Boule, où il participe au développement de la première carte à puce industrielle. Angers. Et c'est Carte là pile sang. que commence son obsession pour cette petite puce dorée. Parce que c'est pas lui qui l'a inventée, c'est Roland Moreno, un autre ingénieur français. Mais Lassus, lui, il a vu ce que personne d'autre ne voyait à l'époque. Le potentiel. C'est des Avec images de l'avènement Oppenheimer, du je crois qu'il a numérique, mis. non Marc est persuadé que ces puces dorées pourraient complètement changer notre rapport à la sécurité, à l'authentification et aux transactions. À l'époque, tout le monde utilisait encore des cartes magnétiques qu'on pouvait cloner Ouah, en ça 5 date. secondes. Je crois que les Américains, ils utilisent encore ça, non? La carte à puce, c'était l'avenir. Sauf qu'en 1988, personne n'y croit encore. Je crois American Marc Express, fait de des boîte en trucs comme boîte. ça. Mais aucune ne veut se lancer dans cette nouvelle technologie. Là, Marc Lassus a 48 ans. À un âge où beaucoup de gens pensent à la retraite, à profiter, à ralentir, lui, il décide de tout plaquer et il lance sa propre entreprise. Mais il ne part pas seul dans l'aventure. Il part avec 5 ou 6 ingénieurs de sa précédente boîte. Ok. Des types brillants qui partagent sa vision, sa fixette, certains diraient. Et puis, il y a un truc qu'il faut bien comprendre. Pour monter une industrie de fabrication de cartes à puce, il faut de l'argent, des lignes de production, des machines ultra sophistiquées, des brevets, des usines. C'est pas une start-up logicielle qu'on peut lancer depuis Ouais, je un veux dire, garage. les Walter White. Alors, dès le début, Marc Lassus fait un tour Jeff de table. Bezos qui reste mon patron, hein, putain. Dit comme Il ça. réussit à convaincre France Télécom d'entrer au capital. À l'époque, France Télécom perdait des millions de francs à cause des fraudes liées aux cartes à bande magnétique. Ils sont donc très intéressés à l'idée d'avoir une carte inviolable. Roland Moreno, l'inventeur de la puce, prend des parts aussi. Les autres ingénieurs fondateurs en prennent. Et Marc Lassus, lui, garde environ 20% de sa boîte. 20%. Ok. Retenez bien ce chiffre, parce que ça veut dire que dès le départ, Marc Lassus n'est pas seul maître à Tu bord. penses quoi de la situation macroéconomique du Pakistan? Il est le Gros, là, premier actionnaire, c'est. certes, Tu m'en poses le trop, là, des président, questions. Le fondateur. Ils sont dans le dur, il n'a mais pas ils vont le s'en contrôle sortir. Absolu. Il devra compter avec les autres. À partir de là, Marc Lassus va tout donner pour sa société. Il dort dans les avions, enchaîne les rendez-vous du matin au soir, parcourt le globe pour décrocher des contrats. Il recrute des ingénieurs par dizaines, puis par centaines, si bien qu'en quelques années,
la petite entreprise de Gemenos devient leader incontesté de la carte à puce et équipe la planète entière. Ok. L'Europe, l'Asie. Et d'ailleurs, en parlant de cartes à puce, etc., les cartes SIM, est-ce que maintenant les téléphones, les nouveaux téléphones sont dotés de réceptacles pour une carte à SIM ou maintenant c'est passé complètement au modèle eSIM? L'Amérique latine. Par exemple, l'iPhone 17, je sais pas s'il a un truc de carte SIM ou si maintenant c'est que eSIM. L'Afrique, partout. La première licorne française. Ouais, j'espère que ça va disparaître la carte SIM, c'est vraiment trop chiant. Partout, sauf aux États-Unis. Pour Marc Lassus, c'est insupportable. Parce que les États-Unis, ça n'est pas juste un marché de plus. eSIM que les USA, pas en France. En vrai, la France, tu peux prendre l'eSIM, c'est juste qu'ils ont encore les téléphones avec la SIM. C'est le marché. Celui qui valide votre statut de leader mondial. Celui sans lequel vous restez un acteur régional, peu importe votre taille. Le problème, c'est que les Américains ne veulent pas de carte à puce. D'abord parce qu'ils n'utilisent pas la norme GSM pour leur réseau mobile. Ils ont leurs propres standards qui n'ont pas besoin de carte SIM. Ok. Ensuite, leurs cartes bancaires et leurs télécartes fonctionnent encore avec des bandes magnétiques. Et pour eux, investir dans une nouvelle technologie étrangère, c'est trop cher, trop risqué, et ça a un gros Putain, défaut. mais en retard de ouf les Américains. C'est pas américain. Marc Lassus sait qu'il n'y a qu'une seule solution pour débloquer la situation. Et s'associer à une entreprise américaine. Faire rentrer GEM+ par la grande porte avec un partenaire local qui a les connexions et qui connaît le terrain. Parmi sa liste, il cible Datacard, le leader américain des terminaux de paiement. Ok. Refus sec. Pas découragé, Marc Lassus passe au plan B. Il remonte la chaîne. Il contacte directement l'actionnaire majoritaire de Datacard. Et cet actionnaire, c'est une famille allemande, la famille Quandt. Ok. Les Quandt sont une des plus riches dynasties industrielles allemandes. Des gens discrets et puissants. Très puissants. Le genre de famille qui possède BMW, qui a des usines partout en Europe. Audi meilleur que qui a BM. traversé le XXe siècle en accumulant un pouvoir et une richesse considérables. Cette fois, ça mord. Les Quandt acceptent d'entrer au capital de GEM+. Et Ok. Marc récupère au doit passage être la ça. branche carte de Datacard et une usine à Philadelphie. Sur le papier, c'est un coup de maître. Non, que Audi dans c'est les mieux faits, les gars. ça ne change rien. Marc Lassus espérait qu'avoir une usine sur le sol américain suffirait à ouvrir les portes, mais non. Personne là-bas ne veut d'une technologie française. GEM+ est dans une impasse. 1999. Marc Lassus a quitté la direction opérationnelle de GEM+. Il garde Ok. la présidence du conseil d'administration, mais c'est Daniel Legal, un des cofondateurs, qui dirige au quotidien. Qui est CEO. Exilé à Londres pour des raisons fiscales, Marc se concentre sur la stratégie long terme. Et ce qui est maintenant son GEM+, ça existe encore? obsession, ouvrir le marché américain. Et ce, sans succès pour l'instant. Jusqu'à ce coup de fil. Marc, je peux te parler 5 minutes? Oui, dis-moi. Bon, en fait, je suis un peu gêné. Le gars t'a pas tout dit ce matin à la réunion. Oula. Hier soir, on a reçu la 3e offre de TPG. Mais de qui est-ce que tu me parles? Texas Pacific Group, Marc. En fait, Daniel, il en a déjà refusé 2. Et on en a reçu une 3e hier soir. De 550 millions. Ok. TPG, c'est un mastodonte américain qui gère des dizaines d'entreprises à travers le monde, qui a les connexions, le réseau, l'accès au marché américain. Ducati, c'est quoi déjà? C'est les motos, non? 550 millions de dollars. Et Daniel Legal a refusé, sans même en parler à Marc. Légitimement, ça le met hors de lui. TPG, c'est un fonds spécialisé dans les LBO, les rachats par effet de levier. Leur modèle est simple. Ils rachètent des entreprises, de préférence en difficulté, les restructurent et les revendent. Un peu avec comme une plus-value. Parfois Bernard Tapie, il faisait ça, non? en les sauvant, parfois en les découpant. À la tête de TPG, il y a un avocat brillant, David Bonderman. Bonderman. Texan, collectionneur d'art et de deals audacieux, il a notamment un ranch dans le Colorado, Wildcat Ranch. 19 chambres, un lac privé et une vue imprenable sur les Rocheuses. Sympa. Et ce gars s'est fait sèchement recaler. Marc Lassus est furieux. Comment le gars a-t-il pu refuser ça sans le consulter? Putain, Est-ce qu'il est 550 devenu millions. fou?
En fait, non. Il est méfiant. Et non seulement il a de bonnes raisons, mais les cofondateurs de Marc et les actionnaires historiques sont plutôt de son avis. Il y a quelque chose qui ne va pas dans les offres de TPG. Des éléments qui, bout à bout, laissent une impression Ah mais c'est en étrange. 4K, c'est pour ça que Déjà, ça galère. avec les 40% de croissance annuelle, GM+ est tout l'inverse d'une boîte en difficulté. Puis TPG n'est pas un fonds spécialisé dans la tech. Et enfin, il y a le montant. 550 millions de dollars. C'est simple, c'est le quadruple de ce qu'investit TPG en général. Ok. C'est presque trop. Tous ces éléments auraient pu suffire, mais il y a encore une autre raison. Une raison plus profonde que ça. TPG demande 33% du capital, ce qui est loin d'être anodin. 33%, c'est ce qu'on appelle la minorité de blocage. La part du gâteau qui suffit pour bloquer toutes les décisions importantes. Pour Le Gall et ses collègues, c'est presque leur donner les clés de la baraque. Or, on l'a déjà montré, ils développent des technologies extrêmement sensibles. Et pour eux, les secrets qu'ils détiennent ne doivent surtout pas tomber entre de mauvaises mains. En gros, ça Même devient si limite les une affaire US d'État, sont des quoi. alliés, c'est une question de principe. GM+ doit rester sous contrôle français. Mais voilà, pour Marc Lassus, qui se donne corps et âme pour enfin accéder à ce foutu marché américain, la pilule a du mal à passer. Il est conscient des risques, mais il a déjà tout essayé et tout a échoué. Alors, il se sent trahi. En colère, il décide de prendre immédiatement le dossier en main. Ok. David Bonderman accueille Marc dans son ranch comme un roi. Il commence à lui ouvrir des perspectives inespérées. Il raconte qu'il est proche d'Hillary Clinton, la femme du président. Bizarre. Hillary Clinton qui était mouillée dans 1 milliard d'affaires chelous. Alors, apparemment, son mari s'est fait sucer aussi par Trump. Bon, de la c'est santé, un autre sujet. Que toutes les cartes vitales vont passer à la technologie de la carte à puce, que les 200 millions de permis de conduire vont suivre dans la foulée. Bref, un véritable boulevard vers la conquête des US. Marc Lassus tient enfin son marché. Il en a des dollars dans les yeux et il n'en revient pas d'avoir failli passer à côté de ça. Il rentre convaincu. Mais à GM+, c'est la guerre. Les cofondateurs sont catégoriques. TPG, c'est non. Trop risqué, trop d'incertitudes, ils n'ont pas besoin d'eux. Le Gall et les autres traitent Marc de naïf. Ils disent qu'il est aveuglé. Marc, lui, les trouve peureux. Ils sont en train de laisser passer la chance de leur vie. Là, Marc, il a deux possibilités. La première, c'est de leur faire changer d'avis pour qu'ils valident l'opération lors du conseil d'administration. On dirait un épisode de Succession, un peu dans les grandes lignes. Donc. Avec le délire de conseil d'administration et tout. C'est de monter encore d'un niveau et de faire valider la décision directement par les actionnaires. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Notamment car parmi les actionnaires, Marc Lassus peut compter sur un allié de taille. Les Allemands de la famille Comte. Bizarrement, eux semblent très enthousiastes à l'idée d'accueillir les Américains. Marc réussit à négocier avec TPG une entrée au capital à hauteur de 26%. Mais leur concède le droit de nommer le directeur général et 5 des 9 sièges du conseil d'administration. Ah mais c'est énorme. Quand même. En tout cas, le deal se fait. Enfin. Et pour Marc, c'est la libération. Tout lui sourit enfin. Les portes des États-Unis s'ouvrent finalement. Il a dû batailler un peu pour s'assurer de garder le contrôle de sa boîte. Mais vu les 550 millions qu'investit TPG, il paraît évident que ses nouveaux alliés américains ont intérêt à ce que l'entreprise se porte bien. GM+ va pouvoir continuer sa percée et s'asseoir comme le géant mondial de la carte à puce. Ok. Ce soir-là, il rentre chez lui, l'esprit léger. Et il est refait. Pas tout à fait. Marc, vous réalisez ce que vous faites avec les Américains? On n'a pas trop entendu. Je trouve. Est-ce que vous n'êtes pas un peu en train de les laisser faire? Le loup dans la bergerie. Et c'était exactement ça. Wesh! Début 2001. 6 mois après l'arrivée de TPG, l'ambiance change à GM+. Ben, ils envoient des jeunes, enfin des jeunes moins jeunes, mais qui sont pas mal, qui veulent participer au
aux décisions stratégiques, qui se cultivent, ça se passe assez bien. Ok. Dans les couloirs de l'entreprise, on commence à voir arriver des Américains partout. Un nouveau directeur général, Antonio Pérez, un nouveau directeur financier, puis un par un, toute l'équipe dirigeante historique se fait remplacer. Bizarre. Pour autant, la croissance de GM+ continue. Bizarre. L'arrivée sur le marché américain est un succès. Et c'est des mecs qui étaient capables, ils avaient été formés aux États-Unis dans des écoles de management, etc. Donc ça allait, quoi. Jusqu'au jour où ils ont voulu se mêler de décisions stratégiques et qui me paraissaient complètement stupides. La première alerte, c'est Antonio Pérez, le nouveau directeur qui multiplie les communiqués maladroits aux investisseurs. Ok. Et ça tombe au pire moment. Grande fébrilité sur les marchés financiers avec l'ombre d'un krach boursier après la dégringolade à Wall Street hier et du Nasdaq et du Dow Jones qui accusent une chute historique pour la seule journée de vendredi. The biggest losses were in the technology and internet stocks. That's already had an effect in the Far East and there are warnings London will be... La pub, vas-y, je vous attends les gars. Putain, j'étais à fond dedans. Nasdaq, mais t'as 103 ans gros. Tu as 103 ans. T'as pas honte, là. Ah, je vous attends, les gars, tranquille. Dites-moi juste quand c'est fini. Dites-moi quand c'est fini et puis voilà, quoi. Ah! C'est bon? Ok, vas-y, c'est bon, c'est carré? Alors, t'as arrêté la clope? Ouais, je l'ai stoppé, ouais. Bien stoppé la clope. Next. Marc Lassus voit horrifié le cours de GM+ baisser en bourse. Une première depuis sa création. Sauf que les décisions absurdes ne s'arrêtent pas là. Ok. Par exemple, ils ont dit, la télécarte, on n'en veut pas. C'est un produit de merde, c'est l'épicerie. Alors que c'était la vache à lait de la boîte, et historique. On en vendait des milliards. Ça ne nous coûtait plus rien. Ouais, mais c'est complètement idiot de dire ça. Du développement, du marketing. Enfin, maintenant, quand tu sais, surtout. De remplir les caisses de nos clients, des opérateurs télécoms dans le monde entier, qu'ils soient en Chine ou Mexique ou ailleurs. Et c'était que dalle. On n'avait plus de frais de marketing. On avait juste, comme on avait des outils de production très performants, on avait une marge qui était très intéressante. Pourquoi arrêter la télécarte? C'est complètement con. Là, Marc monte au créneau. Il s'y oppose de toutes ses forces et parvient à faire revenir Antonio Pérez sur sa décision. Putain, mais ça galère, hein, la cause, je sais pas pourquoi. Mais quelques mois plus tard, le DG va à nouveau faire un move très étrange. Il faut savoir qu'au fil du temps, Marc avait fait plusieurs acquisitions stratégiques de pépites technologiques. Parmi elles, Skidata, qui ouvrait à GM+, l'accès au marché très juteux des terminaux de parking. Okay. Et pour des raisons obscures, cette pépite, Antonio Pérez vient de la revendre. Et c'était assez nerveux. Là, je montais en première ligne. Puis il y a eu plusieurs choses qui sont devenues, et tout d'un coup, on a senti quand même qu'il y avait des trucs vicieux qui se passaient. Les Américains qui sont bizarres, putain, arrête. Je vais tomber de ma chaise. Mais désormais, ces objections ne se heurtent plus seulement à des décisions internes. Elles déclenchent des réactions. D'abord, discrètes. Discrètement inquiétantes. Et un dimanche, je travaillais tôt le matin. Non, mais comme c'est étonnant. Nos poubelles étaient sur une terrasse juste à côté. Dimanche matin, il y a un mec qui est dans les poubelles. Bizarre, enfin bon. Je sors, qu'est-ce que je vois? Je vois le chef des gardiens, le manager, super élégant. Il était en train de fouiller dans ma poubelle. Et je lui dis, qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, oui, c'est-à-dire que, des histoires bidons, il y avait des odeurs, etc. Oui. Je dis, mais c'est les papiers, ce sont mes papiers. Mais, bon, tu les prends en flagrant... Enfin, mais qu'est-ce que tu peux faire? Au fur et à mesure que oui, c'est des papiers. situation devait être tendue avec TPG, il y a eu des signes inquiétants.
Et c'est là que j'ai découvert que, où on m'a signalé que j'étais suivi. Bah tiens, les Américains qui adoptent un comportement bizarre. Un Turc marchand de smartphones de l'autre côté de ma rue, dans un quartier assez huppé de Londres, qui dit à ma femme, vous savez, votre mari et même vous, quand vous sortez de chez vous, il y a des gens qui vous suivent. Ils commencent par se planquer dans la cabine téléphonique qui est là, et après ils vous suivent. Bon, elle me le dit, et c'est vrai que je constate que c'est le cas. Comme c'est étonnant, j'ai envie de te dire. À ce moment, comme pour confirmer ses premiers doutes, GM+ va recevoir un coup de fil. Il provient d'une autre société technologique qui s'appelle Landis & Gyr. Et ce qu'ils vont dire est particulièrement troublant. Faites attention, on s'est fait racheter par TPG il y a 3 ans, nous. Maintenant, la boîte est en faillite, ils ont tout liquidé. Ah merde. D'ailleurs, parmi les actifs qu'ils sont en train de brader, il y a une filiale couverte de dettes qu'ils sont en train de vouloir vous refiler. Ah merde. Quelques semaines plus tard, Marc découvre stupéfait qu'Antonio Pérez rachète effectivement cette filiale de Landis & Gyr. Aïe, aïe, aïe. Une entreprise mourante, criblée de dettes, qui sert à rien. TPG est en train de se débarrasser de ses poubelles en les vendant à GM+. Pour Marc Lassus, c'est le déclic. L'action GM+ continue de s'effondrer. Les investisseurs paniquent, les analystes s'alarment, le champion français est en crise. On commence à entendre parler de licenciement dans une boîte qui cartonnait depuis 10 ans et c'est surréaliste. Les Américains nous ont sabotés. La colère monte parmi les salariés. Des syndicats se montent et parmi les rumeurs qui circulent, il y en a une de particulièrement explosive. Antonio Pérez aurait des liens avec les services de renseignement américains. Eh ben voyons. Tout ce qui arrive ne serait donc pas le fruit du hasard. À l'époque, ça ressemble à une théorie du complot. Un truc qu'on sort parce que il faut trouver... Non mais c'est bizarre les gars. Marc Lassus, lui, il y croit pas du tout. Pour lui, le problème, c'est que Antonio Pérez est un incompétent. C'est bizarre. Il faut le remplacer. Or, justement, quelques jours plus tard, Marc reçoit une convocation à Wildcat Ranch. David Bonderman veut le voir avec Antonio Pérez. Marc part pour le Colorado, persuadé qu'il ne sera pas difficile de convaincre Bonderman de l'incompétence de Pérez. Mais cette fois, pas de tapis rouge, pas de champagne avec vue sur les montagnes. David Bonderman les reçoit froidement. Il leur dit qu'ils sont tous les deux responsables de la crise que traverse GM+. Bonderman a son approche John Wayne, ou enfin, pire, un cowboy, nous a donné une bonne branlée, une bonne leçon, en nous disant que si on n'était pas capable de bosser ensemble, il nous virait tous les deux. Nickel. Alors, Pérez, évidemment, yes sir, yes sir. De toute façon, il était très bien payé et puis il savait très bien qu'avec Bonderman, il y avait une complicité qui était évidente. C'était pour me calmer à moi, mais bon. Ok. Marc rentre à Londres désemparé. Il commence à réaliser qu'il n'a plus le soutien de TPG. Mais il refuse encore de faire le lien. Il se dit Bonderman protège son directeur général. C'est normal. TPG veut juste que GM+ réussisse. Oui. C'était quand même dans le métro. Un mec avait une sale gueule, hein. C'était, comment on appelle ça, le mélange des Indiens et des Africains. Ah. Les Malabars. Putain, les mecs, ils sont plus grands que toi, ils ont de ces gueules. Toi, t'es beau à côté. Wesh. Non, mais c'était inquiétant. Mais alors là, j'ai trouvé que les mecs qui font ce métier, ils sont vachement forts. Parce que je prenais le métro, je constatais que j'étais suivi. Je descendais de la rame du métro, je montais immédiatement au dernier moment dans une autre. Et il avait réussi. Ensuite, je change carrément de ligne. Je monte dans un autre métro. Je vais à toute vitesse, etc. Putain, le mec, il est dans la cabine d'à côté, enfin dans le wagon d'à côté, en train de me regarder. Incroyable. Ok. J'ai jamais pu le semer. Il est cambriolé 3 fois en 6 mois. Il déménage, on le recambriole. Chaque fois, rien de volé. Mais sa vie, c'est un calvaire. Mais toute sa maison saccagée.
Bon. Avec ma femme, on vient en France, on part 3 ou 4 jours, on revient, cambriolage, tout. Je sais pas pourquoi la vidéo a bug. Et les flics qui sont venus, ils ont dit on comprend pas, parce que le cambriolage, la porte, elle était cassée de l'intérieur. Donc c'est des mecs qui étaient rentrés naturellement, mais qui ont voulu montrer qu'il y avait un cambriolage, mais en fait, au lieu de casser la porte de l'extérieur comme ça aurait dû être fait, ils l'ont cassé de l'intérieur. Donc c'était bidon, quoi. Et pendant ce temps, autour de lui, tout s'effondre. Les comptes quittent le conseil, son service juridique se retourne contre lui, Bonderman le lâche, même certains de ses ingénieurs historiques l'abandonnent. Débordé, sous surveillance, trahi de toutes parts, Mark décide de prendre du recul. Voilà, c'est FF mental, hein. Il part donc pour Roatan, une petite île des Caraïbes où il a acheté une propriété pour sa retraite. Ouais, sympa. Pas de téléphone, pas d'internet, juste un vieux fax. Mark souffle enfin, jusqu'à ce qu'il reçoive un message. Bon, déjà, je prenais jamais de vacances et j'ai acheté une île de merde, mais une petite île. Une île de merde, mais c'est dingue de dire ça. Putain, il est trop riche. Chaque fois que je partais en vacances, très peu, et il y avait des grandes réunions décidées à Washington, etc. À peine j'arrive là-bas, un fax, parce que le fax marchait. On ne pouvait pas communiquer par Internet, etc. Et la radio, le téléphone portable, ne marchait pas du tout. Il fallait aller un peu au large, en bateau, pour arriver à entendre. Voilà. Et là, on me dit, conseil d'administration extrêmement urgent à Washington, etc. Mais quand je suis sur le bateau, ils apprennent que j'arrive à avoir une communication. Immédiatement, le réseau marche et ils m'appellent tous quand je suis sur... c'est pas un bateau, c'est une barque. Donc j'ai eu 5-6 communications importantes et j'ai même Stéphane Cohen qui m'appelle. Il ne m'appelait jamais. Donc j'ai une communication avec Stéphane Cohen. Il me dit, Marc, il faut absolument que tu viennes. Ok. Donc intervention, Takedine. Voilà, encore lui. Putain, mais lui, il est dans toutes les affaires, c'est un truc de ouf. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Takedine, non, on se voyait. Mais Stéphane Cohen, on se parlait Zied Takedine, vraiment. Au téléphone. Il m'appelle, ce con. Un nommé Rémi de Tona, qui s'occupait du marketing chez nous, qui était un peu un magouilleur, m'appelle aussi. C'était incroyable. Tout le monde trépignant me dit, même Takedine, me disant, Marc, il faut absolument que tu viennes, tu peux pas, c'est trop important. Je me démerde, je fais des pieds et des mains pour trouver un avion, pour etc. Et je me pointe, j'avais même pas de costard, j'étais en vacances. Donc je me pointe quand même à Washington. Et là, c'était le traquenard. La situation est lunaire. Déjà, c'est Marc Lassus, le président du conseil d'administration. Normalement, c'est lui qui est à l'origine de la convocation du conseil d'administration. Donc là, tout ça est organisé par on ne sait qui. Et tout ça à Washington, pourquoi Washington? Jamais d'avion n'avait de conseil d'administration en dehors de l'Europe. Mais il faisait ça au culot. Tout le conseil d'administration est présent. Mais pas seulement. Et je vois que tout le monde, y compris les directeurs de GEM+, ils ne devaient pas venir à ce conseil d'administration. Ils n'avaient aucun rôle à jouer. Ok. Ils étaient tous là. Une agence de communication, des avocats, des piles d'ébauche de documents, des imprimantes qui tournent à plein régime, et puis surtout, un homme. Mais il est là, il gère tout. La gestion du conseil d'administration, ils avaient tout organisé, des communiqués de presse qu'il y aurait, etc. Ils avaient un bureau de presse incroyable, ils avaient toute leur logistique prête à l'américaine. Ils n'avaient aucun rôle officiel, mais ils s'imposaient et tout le monde s'écrasait. Le mystérieux directeur de TPG, le tout-puissant David Bonderman. David Bonderman. Bonderman avait organisé le show. Et moi, je débarque bronzé des Honduras. Marc comprend que le scénario de la réunion est déjà écrit d'avance. Parmi les documents imprimés, il est fini, là. Il y a même 2 ébauches de protocoles de révocation. Il est fini. Ces protocoles contiennent les conditions de fin de mandat de 2 dirigeants de l'entreprise. Leurs noms sont déjà écrits. Antonio Pérez et Marc Lassus. Aïe, aïe, aïe. Pour Marc, c'est le choc. Lui
le fondateur de l'entreprise, forcé par son propre conseil C'est d'administration une dinguerie. à démissionner. Marc peut rester au conseil d'administration, mais il perd toute autorité. Il n'a plus le droit de communiquer avec le personnel, plus de pouvoir, plus rien. C'est une dinguerie. Écœuré et épuisé, Faut dire un épisode de Succession. Marc Lassus signe sa démission. Il vient de perdre J'aime plus. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ça n'est que le début. Il ne s'agissait pas d'une guerre d'actionnaires, ni d'une crise de management. Marc avait été la cible d'une opération. Une opération menée par la plus puissante machine de renseignement du monde. Mais la CIA. C'est ça, mais c'est quoi ton état d'esprit par rapport à ce moment-là, par rapport à TPG et leur volonté? Oh ben que ce sont des ennemis. Ce sont des ennemis, c'est la CIA, c'est sûr. En France, l'éviction de Marc Lassus va faire scandale. Mais l'actualité sociale aujourd'hui est dominée par ce nouveau plan de suppression d'emplois chez J'aime plus, numéro 1 mondial de la carte à puce, 1000 postes concernés. Les salariés manifestent. Les syndicats dénoncent des délocalisations de laboratoires vers les États-Unis, des fuites de brevets. Aïe, aïe, La aïe. technologie française est en train de partir. C'est devenu une affaire d'État, un symbole. Fin 2001, TPG semble avoir pris le contrôle total de J'aime plus. David Bonderman obtient un siège au conseil d'administration. Il est nommé vice-président. Pourtant, Putain. la partie n'est pas terminée. Marc Lassus a encore des cartes à jouer. Pendant ces dernières années, il a rencontré des personnalités hautes en couleur, comme le sulfureux Ziad Takieddine et l'incorruptible fumeur de Havane, Thierry Dassault. Oh, Les putain. deux hommes sont actionnaires de J'aime plus et sont prêts à le soutenir face aux Américains. Un front français se constitue. Pour la première fois depuis des mois, Marc Lassus n'est plus seul. Au printemps 2002, ils enchaînent les victoires. Takieddine et Dassault sont tous les deux élus au conseil d'administration et ils obtiennent de faire passer le conseil à 13 sièges, Mais bien sûr, qui les dilue Américains. le pouvoir de TPG. Ils arrivent même à faire élire un nouveau président du conseil, Dominique Vignon, qui lui est français. Mais ils sont déjà en retard. Et surtout, ils vont bientôt découvrir contre qui ils jouent. Parce que la première mission du nouveau conseil, c'est de nommer un nouveau directeur général pour remplacer Antonio Pérez. Il fallait nommer un directeur général. Donc, il y a des interviews en cours. Et j'avais trouvé un mec de chez Texas Instruments, un Français, formé aux États-Unis, parfait, le moule parfait, et un Français. Et on ne pouvait pas dire qu'il n'était pas bon. Donc, Takieddine, Dassault, etc. Putain, mais les Américains. Et le mec de Texas Instruments. C'est très compliqué quand même, hein. Et il venait de vivre plusieurs années aux C'est très États-Unis. compliqué, hein. Il rentrait en France, il était d'accord pour prendre le job et il était très très bien. Eh bien, au dernier moment, Bonderman informe tout le monde en disant non, c'est Bah fait. oui, gros. J'ai trouvé le mec. Et il cite Alex Mandel. Un homme imposé par TPG. Un homme dont personne ne sait vraiment rien. Un homme qui va tout faire Ouais, basculer. je dirais Trump. J'ai dit oui, mais on l'a pas vu. Oh non, mais vous allez le voir. Alors, donc, j'ai interviewé Alex Mandel à Paris. Mais est-ce que j'avais le pouvoir de dire non ou pas? Simplement, bon, je l'ai vu. Il me semblait propre sur lui. Il avait quand même un sacré pédigré. Hein. C'était un Autrichien qui avait travaillé chez Bell, la compagnie américaine de télécom, etc. Il avait un très bon pédigré. Ouais. Et bon, pourquoi pas? Ce qu'on ne savait pas, c'était la suite. À ce moment de l'histoire, il y a un autre personnage inattendu qui entre en scène. Un journaliste à La Tribune, le quotidien économique. Depuis le début de la crise J'aime plus, il suit l'affaire de près. Ça le fascine, cette histoire d'entreprise française au sommet qui s'effondre en quelques Là, j'ai mois jamais su c'était une avec entreprise des de quoi. décisions complètement aberrantes. Il sent qu'il y a quelque chose de plus gros. Et puis, La Tribune supprime des postes régionaux, donc il se retrouve sans emploi. Mais avec un maintien de salaire pendant quelques mois, il a du temps. Beaucoup de temps. Alors, il décide de creuser.
Et c'est là qu'il tombe sur un nom qui l'intrigue. Alex Mandel. Ce type avait été imposé de nulle part par Bonderman. Ça lui paraissait bizarre. Alors, il a fait ce que tout journaliste aurait dû faire. Il a tapé Alex Mandel sur Google. En 2002, Google n'a que 4 ans. Et faire une recherche sur quelqu'un, ça n'était pas encore un réflexe. Et visiblement, chez J'aime Plus, personne ne l'avait fait. Parce que, au milieu des résultats, il voit un nom. Un nom qui change tout. In-Q-Tel. C'est un fonds d'investissement très officiel créé par l'Agence centrale de renseignement américaine pour permettre à la CIA d'investir dans les nouvelles technologies. La cryptographie, cybersécurité, intelligence artificielle, tout ce qui touche au renseignement du futur. Et Alex Mandel, le nouveau directeur général de J'aime Plus, siège au conseil d'administration d'InQtel. Alors le journaliste relit 3 fois, il n'arrive pas à y croire. Le mec qui vient d'être nommé pour diriger J'aime Plus travaillait pour la CIA. Ah putain, c'est un truc de ouf. Il continue, et plus il cherche, plus les connexions apparaissent. Alex Mandel ne travaille pas que pour InQtel. Il fait partie du BENS, Business Executives for National Security, un think tank américain qui promeut les intérêts économiques et sécuritaires des États-Unis. Comme c'est bizarre. David Bonderman, le patron de TPG, a travaillé au cabinet d'avocats Arnold & Porter, le même cabinet qui conseille InQtel. TPG, InQtel, le BENS, Arnold & Porter, tout ce beau monde gravite dans les mêmes cercles, les mêmes clubs, les mêmes intérêts. Quand Marc apprend ça, il refuse d'abord d'y croire. Et puis tout s'éclaire. TPG qui débarque avec 550 millions, Antonio Pérez et ses décisions absurdes, la télécarte abandonnée, les actifs pourris rachetés, la surveillance, les poubelles fouillées, les cambriolages à répétition, Bonderman qui orchestre viré de sa propre entreprise, et enfin Alex Mandel, l'homme de la CIA, placé à la tête de J'aime Plus. Bah tiens. Depuis le début, il avait été la cible d'une opération de renseignement. Une opération menée par la CIA pour prendre le contrôle de J'aime Plus. Putain. Et il avait ouvert la porte lui-même. Nos fameux alliés américains, les gars. Pourquoi ? Pourquoi la CIA voulait-elle J'aime Plus à ce point ? Pour comprendre, il faut revenir à ce que contiennent les cartes à puce. À l'intérieur de chaque carte SIM, il existe une clé cryptographique secrète, connue uniquement de la carte et de l'opérateur. Elle ne quitte jamais la puce. Et grâce à cette clé, le réseau authentifie le téléphone et génère les clés de chiffrement qui protègent vos communications. Celui qui contrôle cette clé peut tout entendre. Et J'aime Plus, dans ses laboratoires ultra sécurisés, stocke toutes ces clés. Des centaines de millions de clés. En 2000, J'aime Plus équipe plus de 400 millions de cartes SIM. Plus les cartes bancaires, plus les passeports électroniques qui commencent à arriver. Ah putain. J'aime Plus détenait les clés du monde. Et c'était une entreprise française. Pour les États-Unis, c'était intolérable. Les Américains ont toujours considéré que la cryptographie, c'était un enjeu de sécurité nationale. Ils ne pouvaient pas accepter qu'une entreprise étrangère contrôle l'accès aux communications mondiales. J'aime Plus devait donc tomber. Pour Marc Lassus, les conséquences vont être dévastatrices. Parce qu'au moment de l'introduction en bourse de J'aime Plus, TPG lui avait fait un prêt de 70 millions de dollars pour qu'il achète des stock options, pour donner un bon signal aux investisseurs. Sauf qu'avec la crise qu'a traversée l'entreprise, les actions en question ne valent plus un rond. Ok. Les actions J'aime Plus ont vachement baissé. L'État français est intervenu pour me condamner. C'est l'AMF, l'autorité marché financier, prétendant que j'avais trafiqué les cours, etc. C'est scandaleux. Non mais George Bush, c'est le pire. Hein. J'étais très mal défendu. J'ai baissé les bras. C'est le pire. Mes actions, à un moment donné, ne valaient plus rien. Donc, mes 16%, non, 18% dans J'aime Plus n'avaient plus aucune valeur. Quand J'aime Plus demande à Marc Lassus de rembourser les 70 millions,
il est insolvable. Ses biens sont saisis. J'en pouvais plus. Donc je me suis trouvé ruiné. On m'a piqué mon bateau. Et quand ça commence, donc ça c'est fini. C'est terrible. J'ai touché ma retraite que tard. Et elle est amputée encore par l'État français. Putain, terrible, il s'est fait baiser du début jusqu'à la fin, lui. Marc Lassus vit modestement. L'homme qui a créé la première licorne française est endetté, brisé. Quant à Gem+, l'entreprise est rachetée en 2006 par Axalto, un autre fabricant de cartes. Le nouvel ensemble s'appelle Gemalto. En 2019, Gemalto est racheté par Thales, le géant français de la défense. Gem+ redevient française. Mais trop tard. Le mal est déjà fait. Les Américains ont eu 4 ans, de 2002 à 2006, pour siphonner tout ce qu'ils voulaient. Les technologies, les clés, les brevets, c'était l'objectif depuis le début. 10 ans plus tard, en 2013, un homme va confirmer les pires soupçons. He's an American former CIA employee and computer technician. Edward Snowden. Snowden revealed a secret surveillance operation that went far beyond anything the public had imagined. Collected the phone records of millions of Americans and the other that monitored internet traffic. Edward Snowden, analyste de la NSA, révèle au monde l'ampleur de la surveillance américaine. Des millions de documents classifiés. Parmi ces documents, il y a une présentation de la NSA qui révèle que l'agence a piraté Gemalto, le successeur de Gem+. Mais ils espionnent tout le monde. À tout moment, ils l'ont toujours fait, ils continuent. Ce qu'on Hollande avec Merkel auprès d'Obama, ils se sont plaints un public à Paris sur le fait qu'ils étaient espionnés. Et c'est dommage que des amis soient espionnés. Ils étaient espionnés à cause des cartes SIM. Et Obama, gêné, mais sans plus. Et ça continue. Et Snowden le dit. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Ils nous ont bien baisé le cul. La CIA, la NSA et tout ça, ils font ce qu'ils veulent. Putain, mais il doit détester les Américains, lui. Aujourd'hui encore, beaucoup de zones d'ombre subsistent dans cette affaire. Marc Lassus, lui, n'a plus de doute. On ne monte pas une opération de cette ampleur avec autant de coordination, autant de surveillance, autant de moyens, juste par hasard. C'était planifié, orchestré, du début à la fin. Ce qui est certain, c'est que c'était pas une première. Dans les années 90, il y a eu d'autres cas similaires. Des entreprises européennes de cryptographie qui se sont fait infiltrer, racheter, saboter. Gem+, c'est juste l'opération la plus aboutie. Putain, les Amarlocs, vraiment. Hein. Putain. Les États-Unis, qui avaient pris du retard dans les années 90, ont rattrapé. Bill Clinton inaugure la première carte bancaire à puce américaine en 2003, juste après l'arrivée d'Alex Mandel chez Gem+. Nous, on croyait encore au libre-échange, à la loyauté entre alliés. Mais pendant ce temps, les Américains protégeaient leurs intérêts par tous les moyens, y compris le renseignement offensif. Putain. Alors après tout, c'était il y a 25 ans. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé? L'affaire Gem+ est devenue un cas d'école, un symbole de la naïveté européenne face à la guerre économique que se livrent les grandes puissances. Aujourd'hui, il est impensable qu'on continue à se faire avoir de la sorte, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le champion français de l'industrie parapétrolière Technip se marie avec un Américain. Les entreprises Latécoère et Photonisme. La France est entrée en négociation exclusive avec le fonds américain. C'est désormais acté, le Doliprane passera. Putain, le Doliprane, c'est vrai que ce n'est plus français. Alstom. Alstom, putain. Ça venait de La Rochelle, ça, je crois, en plus, Alstom. Et là, on est en droit de se poser quelques questions. Si la France a longtemps été une nation indépendante sur tous les secteurs stratégiques, qu'en est-il maintenant? Qu'en sera-t-il à l'avenir? Que se passera-t-il le jour où les États-Unis décideront que nous ne sommes plus leurs alliés? Que se passera-t-il le jour où ils estiment que j'aurais pensé, nous avons des turbines qui alimentent nos sous-marins? Que se passera-t-il s'ils décident que nous n'avons plus besoin d'entretenir nos centrales nucléaires? Le prochain Gem+ existe peut-être déjà.
Il développe de l'IA générative, des composants quantiques ou des puces de nouvelle génération. Il a des bureaux à Paris, des investisseurs à San Francisco, et personne ne pose de questions. Enfin, personne, sauf vous. Putain, mais c'est une vidéo de malade. Donc, conclusion, la France est en train de se faire siphonner de A jusqu'à Z le cul par les Américains. Après, c'est pas... Enfin, malheureusement, c'est pas un scoop. De toute façon, moi, je fais que dire que les Américains, bon... Wesh, mais elle est belle, la vidéo, franchement. Ah, c'est une belle vidéo, hein. Dans 20 ans, il y aura une guerre, c'est inévitable. Production digne de Netflix. Putain, non, franchement, incroyable. Incroyable. Franchement, c'est incroyable le taf de Micode. T'as gratuit et tout. De toute façon, Micode, c'est un youtubeur que je kiffe. Et j'avais pas regardé de vidéo de ce mec depuis longtemps, franchement. Mais là, il m'a fait bander, gros. Genre vraiment, bah, je te le dis, il m'a fait salement bander. Genre là, il m'a fait lourdement kiffer, mec. Ça, c'est de la vidéo, poteau.